Alors, depuis combien de temps j'écris? Souvent la réponse facile c'est j'écris depuis toujours. En fait j'ai commencé à écrire, j'écrivais des petits romans très courts quand j'étais enfant, mais comme beaucoup d'enfants je suppose. J'ai commencé à écrire des poésies au collège, puis au lycée c'était vraiment quelque chose que je faisais souvent, que je faisais en cours, je m'ennuyais. J'écrivais des poésies, j'ai énormément de poésies que j'ai accumulées avec ces années scolaires. Et des nouvelles aussi, j'ai beaucoup écrit de nouvelles au lycée. Et c'est également au lycée que j'ai commencé à créer mon univers, donc le monde caché, à créer l'histoire de la triade de la pierre sacrée qui a pris des années puisque j'avais 16-17 ans à l'époque. J'ai commencé à l'écrire, j'avais 20 ans, donc ça a pris des années à mûrir dans ma tête. On va dire que c'est à partir de ce moment-là, à partir du lycée, que j'ai commencé à vraiment écrire et à sentir que c'était quelque chose que j'allais faire de ma vie, même si c'était pas forcément dans l'idée d'en faire une profession. Et après, j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'avais donc 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33, donc ça fait à peu près 13 ans que j'écris vraiment des romans. Alors, mon tout premier roman, c'est La triade de la pierre sacrée, c'est une trilogie. Donc évidemment, le premier tome est sorti avant les autres. J'ai mis 5 ans à écrire ces 3 tomes. Oui, 5 ans, c'est très étonnant, je sais. Comme quoi, hein, on avance de plus en plus vite. Quand est-ce qu'il est sorti? Je ne me souviens pas en fait. J'avais proposé à des maisons d'édition, puisqu'à l'époque, l'auto-édition, c'était quelque chose d'extrêmement marginal, qui n'existait pas vraiment. Évidemment, les maisons d'édition ont dit non. À l'époque, c'était en plus extrêmement difficile. Il y avait très peu de maisons d'édition et j'y connaissais rien. Donc, j'ai envoyé aux plus grandes maisons d'édition que je pouvais trouver. Ce qui n'a rien donné. Et ce qui m'a poussée je pense à peu près en 2012 ou 2013, je crois, où j'ai publié sur Amazon en auto-édition, donc presque au début de l'auto-édition sur Amazon. D'ailleurs, j'étais toujours en tête, quasiment toujours en tête des ventes fantasy, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de ventes en format numérique et très peu d'auteurs. Ça a explosé petit à petit, d'année en année. J'ai vu les auteurs fantasy arriver en masse, les auteurs tout court d'ailleurs arriver en masse, puisque l'auto-édition s'est développée à partir de là, en partie, je pense, grâce à Amazon, justement, et la facilité qu'il y avait à publier. Donc quand on a vu que c'était possible de publier, je dis on parce que donc mon compagnon de l'époque m'a beaucoup soutenu dans cette démarche, c'est lui qui a fait les mises en page, etc., qui a mis en ligne mes romans et qui m'a beaucoup aidé avec ces démarches-là qui étaient compliquées pour moi. Donc quand on a vu qu'il était possible de publier sur Amazon en auto-édition, on a vu que c'était encore un créneau à prendre à l'époque, donc je me suis lancée à ce niveau-là. Après j'avais déjà publié des livres papier, pour moi, que je vendais en direct, mais très peu, j'avais jamais fait de salon, ça m'intéressait pas vraiment, j'avais des enfants en plus, très jeunes, et j'étais pas très concernée par tout ça. Du coup, le premier roman, c'est La triade de la pierre sacrée. La triade de la pierre sacrée, qui est un roman fantasy, tout ce qui est plus traditionnel à la base, une quête, donc 3 adolescents qui sont appelés par une des puissances principales de l'univers, un mage blanc. Les mages blancs sont un peu les protecteurs de mon monde, qui sont des êtres extrêmement puissants, mais qui n'ont aucune forme de possibilité d'interagir de manière violente, etc. Donc ils se servent toujours des autres pour protéger l'univers. Et donc ils sont appelés pour réaliser une quête, aller chercher la pierre sacrée, qui a été placée dans une terre très difficile d'accès, cachée là, parce que cette pierre sacrée, c'est une clé gardienne des mondes qui permet en fait aux différents univers, puisque je vous parlais tout à l'heure en fantasy du fait que le monde caché est un autre plan d'existence par rapport à notre monde. En fait, il y a énormément de plans dans mon univers, certains sont détaillés comme le plan des dragons, la plupart ne le sont pas, on sait qu'il y en a beaucoup, et tous arrivent à cohabiter grâce à cette pierre sacrée qui leur permet d'être superposés dans des réalités différentes. Et évidemment, il y a un personnage dont on ignore tout, qui veut s'emparer de la pierre sacrée et détruire les différents mondes. Et donc on envoie ces 3 jeunes gens, donc Indil qui est une haute elfe, Johan qui est un sorcier qui vient de notre monde à l'origine,
et qui a beaucoup de mystères qui l'entourent, notamment c'est un enfant adopté, donc on ne sait rien de son passé, et Hiros qui est un jeune magicien. Et ces trois-là se retrouvent entourés par différents personnages qui vont les épauler à travers leur quête, avec toutes les épreuves que va leur envoyer celui qui veut récupérer la pierre et détruire les mondes. Donc voilà, une quête fantasy épique assez traditionnelle de base. Mais j'ai assez rapidement dérapé vers une autre vision des créatures fantasy qu'on voit habituellement, avec aussi beaucoup de mystères qui entourent les personnages, qui font qu'ils sont beaucoup plus que ce qu'ils ne paraissent, et qui va faire qu'au final, la quête de cette pierre va finir en quête des origines, en quête d'identité pour ces trois héros, avec toujours ce fort axe que j'ai dans tous mes romans, émotionnel, aussi développer énormément les personnalités de tous ces personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, puisque les personnages secondaires ont parfois beaucoup d'importance dans cette quête. Et donc nos trois personnages principaux, nos trois héros vont avoir à aller au fond de leur personnalité, à aller chercher des choses qu'ils ignoraient posséder et qui font des êtres un peu à part. Alors qu'est-ce qui m'a poussée à l'écrire ? Un rêve. J'ai rêvé d'un personnage secondaire qui est venu me raconter son histoire un jour. J'étais au lycée, j'avais 16 ans, je pense. Et j'ai fait ce rêve et au réveil, je me suis souvenue complètement. Il n'y a pas eu d'action, il n'y a rien eu. C'est juste un personnage qui est venu me trouver et qui m'a raconté son histoire. Et à partir de là, je me suis dit, je veux raconter son histoire, mais je veux pas raconter son histoire de son point de vue. Et c'est comme ça qu'est née la triade de la pierre sacrée, en fait, à travers ce personnage qui a pris vie dans l'univers onirique, dans mes rêves. Qu'est-ce qui m'a poussée à le publier ? Et ben en fait, ce sont mes proches qui m'ont poussée à publier mon roman. Moi, j'écrivais pour moi, vraiment complètement pour moi. J'avais jamais prévu de le montrer à qui que ce soit. Évidemment, mon compagnon de l'époque l'a lu, lisait petit à petit même, et a trouvé ça très bon. Et du coup, je l'ai fait lire. Alors, j'avais des amis, notamment un groupe de jeux de rôle que je voyais chaque semaine et qui savaient que j'écrivais un roman, parce que j'en parlais quand même malgré tout, et qui m'a demandé à lire ce roman et qui a beaucoup accroché également. Et ils m'ont poussé en fait. Ils m'ont dit mais ça vaut le coup de le montrer à plus de monde en fait simplement. Donc ça m'a rassurée, ça m'a aussi ouvert des portes, simplement ouverte à l'idée que oui, peut-être que ce livre valait le coup d'être édité et d'être partagé à plus de monde et pas juste gardé pour moi. Alors oui, je me considère comme une autrice engagée, de fait, parce que mes romans sont pas engagés dans le sens où je cherche pas spécialement à prouver quelque chose ou à montrer quelque chose à travers eux. C'est assez spontané. Je pense que c'est ça aussi l'engagement, c'est de vivre à fond les choses, de vivre ses propres valeurs et du coup de les partager parce que c'est naturel. Donc comme moi, je vis à fond mes propres valeurs, mes personnages sont des vecteurs pour faire découvrir de nouveaux horizons, j'ai envie de dire, à mes lecteurs, que ce soit notamment LGBT, végétarisme, véganisme, qui sont très présents dans mes œuvres et que j'aime partager en fait simplement. Après, c'est jamais du forcing, hein, justement, c'est mes personnages, c'est leur vécu. Il n'y a pas de morale derrière, il n'y a pas de faites comme ça parce que c'est mieux, c'est simplement le vécu de ces personnages-là, on n'y adhère pas, ça reste de la fiction. Je pense que j'ai des engagements différents en fait selon mes romans. C'est difficile de dire vraiment quel est mon roman le plus engagé. Je pense que je dirais que Kuban est un de mes romans les plus engagés. C'est un roman qui a fait beaucoup polémique puisque ça met en scène un jeune adolescent qui a 15 ans et demi et qui est amoureux d'un homme plus âgé, donc qui a 29 ans.
Donc évidemment, c'est une problématique qui est assez complexe, qui peut choquer aussi, mais il y a une véritable réflexion. Au-delà d'un engagement politico-culturel, je pense que l'un des engagements principaux de Kuban, c'est de montrer que l'amour n'a pas de limite, et que tant que cet amour est vrai, qu'il est juste, on ne devrait pas s'arrêter à des critères socio-culturels comme l'âge, comme le sexe, ou la religion. Pour reprendre un de mes romans les plus engagés, c'est pour moi aussi Summer Angels, justement, qui parle d'homosexualité et d'islam. Et donc, Kuban, pour moi, c'est vraiment l'amour dans sa pureté, dans sa justesse, dans son évidence, au-delà de tout critère social qu'on pourrait définir. Et c'est vraiment, Kuban, la lutte d'un jeune homme qui veut qu'on respecte ses droits, son droit d'aimer, donc qui fait face au jugement sur son âge, au jugement sur son sexe, puisqu'il est homosexuel, et qui fait face à toute une société qui est assez ouverte, puisque c'est un alt-tempo, donc un enfant des fées. La société des alt-tempo est très portée sur les choses de l'amour, très libérée. Donc l'homosexualité est relativement très bien acceptée, de même que d'autres critères sociaux, comme par exemple le trouble ou le libertinage, etc. Ce sont des valeurs qui sont plus acceptées à Naïl qu'ailleurs. Malgré tout, dans cette société-là, le mariage homosexuel n'est pas accepté, ne se fait pas, simplement, n'existe pas. Et donc ça va être vraiment une grosse partie de la lutte de Kuban et de tous ceux qui vont le suivre, pouvoir avoir accès aux mêmes droits qu'un couple hétéro et pouvoir avoir le droit d'épouser l'homme qu'il aime. Et donc il va soulever peu à peu toute une partie de Naïl. Donc c'est une vraie lutte de mariage pour tous, quoi, avec des manifestations, des pamphlets, vraiment. Pour moi, ouais, c'est un livre qui est extrêmement engagé, sous couvert de base d'érotisme, puisque Kuban est un livre extrêmement érotique. Mais si on passe au-delà de ce côté romance, érotisme, c'est peut-être celui où j'ai passé le plus de mes valeurs de liberté et de l'amour pour tous, sous toutes ses formes, en fait. Alors j'ai un gros faible pour mes couvertures de contemporains. D'abord parce que je les trouve très belles, et en plus parce que les dessins qui sont dessus, qui sont mariés à des photos, à des illustrations, qui sont des montages, c'est moi qui les ai faits. Et donc pour moi c'est une grande fierté d'arriver à pouvoir faire, même si je suis aidée, parce que c'est pas moi qui fais ma couverture, qui la conçoit, je suis aidée par différents graphistes, merci, qui font ça en plus bénévolement. Je suis extrêmement remplie de gratitude envers eux pour ce travail qu'ils font avec moi. En plus, je suis assez chiante et assez perfectionniste. Donc, après, on n'aime pas mes couvertures. Moi, j'ai mes critères et j'ai envie que ça ressemble à ce que j'attends. Laquelle je préfère? Celle de Wicked Soul, Broken Heart. Donc le fameux cœur brisé que je disais tout à l'heure, qui a été faite par Jonathan. Merci beaucoup à toi, Jonathan, pour ce travail qui m'a vraiment éclaté en plus, parce que ça a été vraiment un vrai kiff, un vrai bonheur de travailler ensemble sur on a beaucoup rigolé, les idées ont foisonné, tout ça, et je pense qu'on a fait un super travail qui me plaît énormément. Et cette couverture, je la trouve magnifique, très porteuse, et puis surtout très lourde de sens par rapport aux thématiques de ce roman-là. Alors c'est très dépendant d'un roman à l'autre. J'ai pas de méthode, j'ai pas de façon de faire. Je suis quelqu'un d'extrêmement spontané, qui agit beaucoup à l'instinct, et en écriture ça se voit dans ma façon d'écrire. Tu parlais de première idée, par exemple,
Un exemple flagrant, c'est Tough Love, donc en contemporain. J'ai eu un flash, l'image de Vlad, donc le héros prostitué, adossé à un mur. J'ai ouvert mon ordinateur, je me suis mise à écrire. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui allait se passer dans cette histoire. J'ai simplement laissé ce personnage-là raconter ce qu'il avait à dire. Et Tough Love fait 550 pages, je crois. Il n'y a pas eu un instant où j'ai douté d'avoir des idées parce que c'était tellement naturel, ça coulait de source. Du début à la fin, il n'y a pas eu de scénario qui a été fait. C'était vraiment dans le flow, quoi. Après, selon les romans, j'ai des romans plus politiques ou en fantasy souvent. Je fais des chapitrages en avance. En général, j'ai des très longues séries, donc je suis obligée d'avoir au minimum un petit peu d'avance sur mes idées. Donc c'est peut-être les seuls endroits où je note vraiment mes idées. Sinon, j'ai beaucoup de mal à noter mes idées. Je les retiens, j'ai un calepin dans ma tête. Donc ça s'écrit tout seul. Et je laisse souvent les choses se poser là. En fantasy, je suis plus obligée de noter un certain nombre de trucs parce que les séries sont longues. En plus, tout est relié dans l'univers, donc il faut qu'il y ait une cohérence qui reste. Mais la cohérence se fait assez naturellement, en fait. Je suis souvent assez surprise. Ça paraît peut-être un peu pédant, mais c'est vrai que je suis assez surprise de la manière dont j'arrive à rester cohérente sur près de 60 romans dans le même univers. Il y a toujours le fil. C'est rare que je trouve des vraies grosses incohérences en fait dans une histoire où j'ai besoin de revenir en arrière en me disant ah ben non en fait ça peut pas du tout se passer comme ça parce que il y a rarement une scène que j'ai vraiment besoin de retravailler énormément parce que j'avais oublié un élément et que du coup ça va pas du tout. En général il y a ce truc assez naturel, instinctif qui fait que comme j'ai l'impression que je suis à l'écoute de mes personnages, ces personnages me racontent une histoire, c'est une histoire de leur vie et toute vie a sa propre cohérence. Du coup, en écoutant ce qu'a le personnage à dire, on reste dans son histoire, donc dans son déroulement. Il n'y a pas de gros chaos interdimensionnel. Du coup, en fantasy, en général, je note quelques idées pour les tomes lointains et je me concentre sur des plans plus détaillés, chapitre après chapitre. Je fais des petits résumés de ce qui va se passer dans chaque partie. Ça me permet aussi de pas avoir du tout à réfléchir, même à relire les parties précédentes si je dois m'arrêter pour une raison ou une autre, puisque j'écris en général plusieurs livres en parallèle. Donc là, j'ai simplement à suivre le déroulement du chapitrage. Évidemment, parfois, ça part aussi en live. Mais en général, quand j'en arrive à écrire mon plan, c'est que il y a déjà eu un gros déroulement qui s'est fait dans ma tête. Donc les personnages ont pris énormément de place et donc sont assez construits pour m'imposer déjà leur histoire à travers ce chapitrage. Comment j'écris? Simplement, je me pose devant mon ordinateur et j'écris. Je me dis pas qu'est-ce que je vais pouvoir écrire. Je sais pas si je vais arriver à écrire aujourd'hui. Non, simplement, j'ouvre mon fichier, je me plonge dedans et j'écris. Comme ça fait des années que j'écris, ça vient naturellement. C'est comme un entraînement, c'est comme quelqu'un qui fait du sport. Ne va pas avoir de difficulté à faire sa routine quotidienne sportive, des choses qui vont nous paraître peut-être insensées et difficiles à faire à nous qui n'avons pas l'habitude. Je pense par exemple, je sais pas moi, au saut en longueur. Un sportif professionnel va sauter à des distances qui nous paraissent complètement impossibles, même sans forcer, même dans sa routine quotidienne. Il va avoir des capacités qui dépassent simplement les nôtres qui n'avons pas d'entraînement. En littérature, je pense que c'est exactement pareil. Quand on a de l'entraînement, quand on le fait tous les jours, depuis des années, les choses deviennent simplement plus faciles et plus fluides en fait. Après, du coup, j'écris mon livre. Depuis quelques années maintenant, j'ai des bêta-lecteurs, chose que je n'avais pas avant. Donc avant, j'étais en solo. Donc, je connaissais pas beaucoup le milieu de la littérature. Pendant longtemps, je n'étais même pas sur Facebook, donc je confiais mon manuscrit à mon compagnon et c'était à peu près tout. Mon beau-père aussi lisait beaucoup mes romans. Mais j'avais pas cet aspect-là que j'aime beaucoup. Donc maintenant, une fois que mon roman est fini, je le passe à Antidote, qui est un logiciel de correction. Et ensuite, je le relis et je le passe à mes bêta-lecteurs, donc ils vont m'apporter énormément de choses, que ce soit en découvrant des petites coquilles, des incohérences, en me faisant part de leurs idées par des discussions, etc. Je trouve ça extrêmement constructif, extrêmement riche.
J'aime beaucoup ce passage, cette phase de travailler avec des bêta-lecteurs. Et puis maintenant, ce sont souvent des bêta-lecteurs que je connais depuis longtemps, qui sont des grands lecteurs, donc on discute aussi de mon univers, chose que j'aime vraiment beaucoup, parler de mes personnages, de mon univers, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et une fois que le texte est passé au bêta-lecteur, souvent je publie très rapidement, parce que je ne vois pas de raison d'attendre des mois et des mois pour publier un livre, et puis j'écris tellement que si je me mettais à attendre, on se retrouverait avec une pile de romans entassés qui attendent leur tour. Donc je publie à peu près un livre tous les mois, tous les 2 mois, selon mon rythme, selon le volume aussi du livre, quand c'est des livres courts, parfois ça peut être plus. J'essaye d'éviter que ce soit trop aussi. Voilà, donc ça va assez rapidement. En général, entre la fin de ma relecture de mon roman et la publication, il se passe à peu près 3 semaines. Donc pendant lesquelles il y a la bêta lecture, une autre relecture, la mise en page, la mise en ligne et la couverture. Donc parfois c'est très short, très difficile, très court dans le temps et parfois un peu stressant, mais j'aime bien fonctionner comme ça. Je préfère quand c'est spontané. Comment je fais ? Je pense que j'y ai déjà en partie répondu à travers la question précédente, à savoir que pour moi, à force d'écrire depuis des années, tous les jours, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, les choses sont plus construites. Oui, donc c'est devenu quelque chose de naturel, de spontané pour moi d'écrire. Comme je disais, je suis aussi une personne très spontanée et très intuitive, instinctive. J'écoute beaucoup. Et pour moi, les histoires naissent très facilement à partir du moment où je me mets dans l'ambiance. C'est un peu comme si j'étais en transe, je rentre dans une forme de transe, même si je suis consciente du monde qui est autour de moi, que notamment j'ai des enfants. Donc je suis toujours très présente pour mes enfants. Je suis capable, avec les années, en fait, j'ai appris simplement à être capable de connecter, déconnecter, reconnecter, être capable de faire plusieurs choses à la fois. Me concentrer, me déconcentrer, me reconcentrer, me prend très peu de temps. C'est du direct en fait, c'est vraiment je réponds à une question de mes enfants et hop je me remets dans mon truc, je retourne dans ma bulle et ça ne me pose plus aucun problème. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question d'habitude en fait et de l'inspiration je la laisse venir. On a tous beaucoup de choses en nous, on a tous vécu des tas de choses belles, difficiles, qui nous ont troublés, qui nous ont traumatisé, bouleversé, ému. Et pour moi, l'écriture, c'est un art à part entière, c'est vraiment laisser jaillir ses émotions. Et quand on est capable de faire ça sans filtre, et sans tabou, sans limite, les choses se font assez naturellement, je trouve. Simplement, elles se passent, elles se produisent. C'est comme le peintre qui va rentrer dans cet état un peu extatique, pour pouvoir peindre ce qui vient de lui. C'est pareil en littérature, après on pose des mots, on raconte une histoire, donc ça paraît peut-être plus difficile, plus construit, mais au final pour moi c'est la même démarche. Alors, déjà non, je ne regrette pas du tout ce choix, j'aime beaucoup la liberté procurée par l'auto-édition, le fait de pouvoir faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, publier quand je veux, choisir mes couvertures, même si oui, c'est sûr, c'est plus difficile en tant qu'auteur auto-édité, on a plus de défis à relever, on a notre propre promo à faire, nos propres couvertures à faire, ça coûte des sous aussi, on doit mettre en page, mettre en ligne, on doit être extrêmement polyvalent. Même si, dans mon cas, je me trouve extrêmement bien soutenue, petit à petit, j'apprends des nouvelles compétences, mais je suis soutenue, j'ai du monde qui travaille pour moi gratuitement, en plus. C'est chouette. Merci à eux tous de ce soutien et de cette aide, parce que c'est vrai qu'à la base, je pense que ça m'aurait été compliqué de tout gérer vraiment toute seule. Mais oui, j'aime cette liberté, en fait. Souvent, quand j'entends des auteurs qui sont édités dans des maisons d'édition, c'est pas le cas de toutes les maisons d'édition, mais j'entends qu'il y a beaucoup de retravail à faire, les maisons d'édition,
demande à ce qu'une scène disparaisse, à ce qu'on rajoute des choses, qu'on change des scènes de place, etc. Moi, je déteste l'idée qu'on puisse toucher à mon roman. Pour moi, mon roman est une œuvre d'art. Vraiment, je vis la littérature comme un art. Et du coup, pour moi, on peut pas simplement me demander de changer quelque chose. On peut me demander de l'améliorer. Oui, bien sûr. C'est aussi le rôle, par exemple, des bêta-lecteurs qui vont me dire, bon, mais voilà, ça, j'ai pas trouvé ça super. Là, ce passage, on comprend pas bien, etc. Mais j'ai envie de me sentir libre dans ce que je veux faire. Et mes œuvres, une fois qu'elles sont finies, c'est pas vraiment qu'elles sont figées, mais c'est que elles sont entières. Et en faisant le compromis d'enlever une scène, une histoire secondaire, parce que souvent j'ai beaucoup d'histoires secondaires en plus qui sont très fortes, je sais que les maisons d'édition par exemple n'aiment souvent pas ça. C'est comme si on me demandait de corrompre mon œuvre, donc pour moi ça c'est pas possible. Après je suis pas contre l'édition, j'ai des romans que j'ai proposés à des maisons d'édition pour certaines raisons. Aujourd'hui, c'est pas spécialement pour être plus connu ou par facilité. C'est vraiment des romans qui ont plus un intérêt à être édités. Notamment, par exemple, j'ai un 4 mains et ma co-autrice aurait plus de difficultés à ce que ce soit auto-édité. Pour elle, c'est compliqué. En plus, elle vit pas en France. Et même à 2, je pense que c'est plus simple en fait d'être édité. Donc j'ai des romans qui ont été proposés. Après, moi, je me prends pas la tête. S'ils sont refusés, ça me va très bien. C'est que ça n'allait pas avec cette maison d'édition et que ça n'aurait pas marché. Après, de base, l'auto-édition, c'est pas pour moi vraiment un choix. J'avais quand même proposé mes romans à des maisons d'édition. Après, les retours m'ont semblé tellement incorrects à l'époque que je me suis dit que j'avais pas vraiment envie de travailler avec ces maisons d'édition-là. Alors aujourd'hui, les maisons d'édition sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus variées, donc il y a plein de maisons d'édition super, dynamiques, correctes, humaines, ce qui n'est pas toujours le cas des grosses maisons d'édition. Mais bon, après pour moi, si j'étais éditée, l'intérêt ce serait quand même d'avoir plus de visibilité, donc c'est vrai que les petites maisons d'édition ne m'apporteraient pas grand-chose personnellement. Et finalement, je suis très contente d'avoir fait ce choix au début de l'auto-édition sur Amazon. Et je suis très satisfaite d'avoir choisi l'auto-édition. Et qui aujourd'hui est vraiment un vrai choix conscient et délibéré. Et que je ne voudrais changer pour rien au monde. Actu SF, parce que ça fait des années, j'ai un roman que j'ai proposé chez eux en fait, chez cette maison d'édition, donc qui est une maison d'édition fantasy. Il y a un label que j'aime énormément qui est le label Bad Wolf, qui est un label fantasy donc, qui a été créé par un groupe d'auteurs très connus que j'aime beaucoup, qui sont à la base des auteurs de bande dessinée, qui ont écrit des romans qui sont fabuleux. Et c'est vrai que si je pouvais avoir un roman, donc ce roman que j'ai envoyé, je ne sais pas s'il sera édité là-bas ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, mais si je pouvais avoir mon nom à côté de ces grands noms, avec cette maison d'édition que j'aime beaucoup, je pense que ouais, ça me ferait plaisir. Alors sincèrement, je pense que mes lecteurs sont plus calés sur le nombre de romans que j'ai écrits que moi. Je crois que ça montait à 65 la dernière fois que j'ai essayé de faire le calcul, mais au bout d'un moment, moi, j'aime pas trop calculer tout ça. Il faut toujours que je reparte de zéro, j'oublie de le noter. Du coup, je pense que c'est dans les 65. Ou alors c'est 65 d'édité. J'en ai 3 d'écrits qui n'ont pas été édités, dont 2 qui ont été écrits à 4 mains. Et des projets, je ne les compte même pas. J'ai des romans en cours ou des séries en cours, donc j'ai Le Feu des Steppes, donc j'ai le dernier tome qui est commencé, le tome 11 que j'ai à terminer. La série des Fils du Vent, donc qui est prévue en 12 tomes, j'en ai 12 d'écrits, donc j'en ai encore 2 à écrire. Les Gardiens du Nord, qui est en 5 tomes, j'en ai 2 d'écrits, donc ça c'est des projets, ceux-là ne sont pas commencés, donc à part Le Feu des Steppes, le dernier tome est commencé, donc je vais le finir cette année. Et j'ai d'autres romans en cours, par exemple le dernier tome de Before You, qui est actuellement en cours, donc en contemporain. Un roman principal,
Wicked Soul sur lequel je travaille actuellement, qui sera bientôt fini, et des projets complètement indépendants ou des crossovers, des spin-offs, etc. qui sont encore à travailler, qui me font une liste immense de romans. Je pense que je vais pas m'ennuyer avant un bon moment. Et de toute façon, même si j'avais fini tous ces romans-là, je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Je pense que les idées reviendront. J'essaye plus de les juguler parce que j'en ai trop que l'inverse.